Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un sujet vraiment d'actualité et c'est totalement différent des résumés des livres que je fais habituellement, puisque ça va être le livre blanc du Bitcoin, une espèce de raison d'être, en fait, qui a donc été écrit par Satoshi Nakamoto, qui n'est, on ne le sait pas aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une personne, un homme, une femme, on ne sait pas si c'est un groupe. En fait, personne ne sait réellement qui est Satoshi Nakamoto. Pour résumer, on peut dire que c'est présenté comme une innovation majeure. Alors, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en l'occurrence, c'est de plus en plus d'actualité, tout comme le monde des crypto-monnaies, où il y a, on appelle ça des bull runs tous les 4 ans, il y avait des cycles. Il y avait ce qu'on appelle un halving. En gros, les récompenses diminuaient de moitié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrivait à ces fameuses 4 années, pour la même énergie, en fait, on ne produisait plus qu'un demi-bitcoin par rapport aux 4 ans précédents. C'était pas très clair, c'était un peu long, mais voilà. Donc, c'est un système, alors ça peut être un système de paiement électronique pair à pair, exactement comme quand vous allez sur des sites peer-to-peer et vous prenez un film, bah, c'est sur le disque dur de quelqu'un d'autre, bah, vous le prenez. Bah, là, c'est un peu la même chose. Et ça permet des transactions directes sans intermédiaire financier. Raison pour laquelle les banques étaient extrêmement frileuses, puisqu'en fait ça vient carrément piétiner leur plate-bande. Ce document détaille en fait les fondements techniques et philosophiques du Bitcoin, jetant les bases de la première crypto-monnaie décentralisée. Décentralisée voulant dire que ça n'appartient à personne et il y a toute une masse de validateurs qui peuvent donc déclarer que la transaction est OK, tout simplement. Mais ce ne sont pas des banques, ce n'est pas un système SWIFT ou autre chose, ce sont plein de gens disséminés dans le monde. Enfin, de gens ou d'entités, d'ordinateurs. Donc on va l'appeler Satoshi Nakamoto. Donc Nakamoto souligne les limitations des systèmes de paiement traditionnels, notamment la nécessité de tiers de confiance pour traiter les transactions. Il propose une solution permettant des paiements en ligne directs entre parties, éliminant les besoins d'intermédiaires. Chaque transaction est une chaîne de signature numérique. Le propriétaire d'une monnaie signe numériquement le hachage, ça s'appelle comme ça, enfin si c'est traduit en français, de la transaction précédente et la clé publique du nouveau propriétaire. Je ne peux pas vous parler des clés publiques, des clés privées, le sujet est vraiment trop vaste. Ajoutant cette signature à la fin de la pièce. Le bénéficiaire peut vérifier les signatures pour confirmer la chaîne de propriété. Dans un système numérique, le risque de double dépense est une préoccupation majeure. Bitcoin résout ce problème en utilisant un réseau donc peer-to-peer, horodatant les transactions en les hachant dans une chaîne continue de preuve de travail, qu'on appelle en anglais proof of work, formant un enregistrement qui ne peut être modifié sans refaire la preuve de travail. Le réseau, le processus en fait fonctionne de la manière suivante. Les nouvelles transactions sont diffusées à ce qu'on appelle les nœuds, tous les nœuds. Chaque nœud regroupe les transactions dans un bloc. Donc nœud, partout, bloc. Chaque nœud travaille pour trouver une preuve de travail difficile pour son bloc. Lorsqu'un nœud trouve une preuve de travail, il diffuse le bloc aux autres nœuds. Et les nœuds acceptent le bloc uniquement s'il contient des transactions valides et non déjà dépensées. Et enfin, les nœuds expriment leur acceptation du bloc en travaillant sur la création du bloc suivant dans la chaîne, en utilisant le hachage, toujours ce hachage, du bloc accepté comme hachage précédent. Donc en fait, c'est tout le temps. On ne peut pas continuer si toutefois le nœud précédent, le bloc n'a pas été validé par des validateurs. C'est pas comme ça. La preuve de travail. Donc c'est le système ça permet en fait d'enregistrer l'ordre des transactions. Cette méthode nécessite un effort d'ordinateur computationnel, d'ordinateur pour ajouter de nouveaux blocs à la chaîne, garantissant l'intégrité et la sécurité du réseau. Ensuite, on a le réseau peer-to-peer, pair à pair. Le réseau Bitcoin est décentralisé, chaque nœud du réseau étant égal aux autres. Cette structure empêche le contrôle par une seule entité et assure donc la résilience du système. Les incitations.
Les mineurs qui valident les transactions et sécurisent le réseau sont récompensés par la création de nouveaux bitcoins et par les frais de transaction. Ce mécanisme incitatif encourage la participation au réseau et assure sa croissance. On a aujourd'hui de très grosses entreprises, je peux vous citer Riot, plateforme RIOT, qui minent en fait du bitcoin, et c'est là où vous avez des fermes de serveurs qui sont totalement gigantesques. Ce sont des gens qui génèrent des centaines de millions de dollars par an de revenus. La confidentialité. Bien que les transactions soient publiques, l'identité des participants reste pseudonyme. Et ça, c'est très bien. Les utilisateurs peuvent générer de nouvelles paires de clés pour chaque transaction, renforçant ainsi la confidentialité. Pour conclure, Nakamoto conclut en affirmant que le système proposé permet des transactions sans confiance, éliminant les faiblesses des systèmes traditionnels et offrant une alternative décentralisée et sécurisée. En gros, c'est comme si on avait une forme de troc. C'est-à-dire que quand on fait du troc, on ne passe pas par un banquier, on ne passe pas par qui on veut, on fait vraiment de la main à la main. Juste un petit historique. En 2008, donc, on a la publication du livre blanc. 2009, création du premier bloc de Bitcoin, qu'on a appelé d'ailleurs le bloc Genesis. Le 12 janvier 2009, la première transaction en Bitcoin entre Satoshi Nakamoto et Hal Finney, un développeur et cryptographe reconnu, est créée. En 2010, première utilisation commerciale du Bitcoin. Laszlo Aniec, alors je ne sais pas comment ça se dit, H-A-N-Y-E-C-Z, achète 2 pizzas pour, accrochez-vous, 10 000 Bitcoins. 2 pizzas. Alors si on ramène ça aujourd'hui, un petit calcul rapide, mettons que le Bitcoin, voilà, il est entre 90 et 100 000, donc on va dire 100 000, ça va simplifier. 100 000, donc ça fait 100 000, donc fois 1000, 100 millions, 100 000, il y a 1 milliard. Voilà, 2 pizzas, 1 milliard de dollars au prix d'aujourd'hui. C'est délirant. Donc, où en étais-je? Oui. En 2011, Bitcoin atteint la parité avec le dollar américain, puis grimpe à 31 dollars, avant de chuter. On a l'apparition des premières crypto-monnaies alternatives comme Litecoin, inspiré du code source de Bitcoin. En 2013, Bitcoin dépasse les 1000 dollars. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais le côté exponentiel au départ on va l'appeler monnaie, qui n'en est pas encore, en tout cas qui n'est pas reconnu par toutes les banques centrales, est complètement affolant. Donc, en 2013, il dépasse les 1000 dollars, ce qui suscite un intérêt accru du public et des médias. Alors, c'est vrai qu'en même temps, ça j'aimerais bien en parler, il y a eu la fermeture d'un site qui s'appelait Silk Road, et j'en parle parce que Donald Trump vient de libérer le créateur de Silk Road. En fait, il avait créé un site qui permettait de payer uniquement en Bitcoin pour que les transactions soient anonymes. Et alors, malheureusement pour lui, on va dire, les transactions se sont avérées être uniquement des ventes d'armes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le Bitcoin n'a pas forcément bonne réputation, des ventes d'armes, de drogue, de choses comme ça. Et le gars s'est fait pincer. Il y a d'ailleurs un excellent film là-dessus. Le gars s'est fait pincer par le FBI et a été condamné aux États-Unis à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. Et là, Trump vient de le libérer apparemment sans condition. Donc les choses changent, on va dire. En 2014, il y a eu la faillite de Mt. Gox. Donc c'était une des plus grandes plateformes d'échange de Bitcoin. Après le vol de centaines de milliers de Bitcoin. Donc ça a mis un peu en avant les vulnérabilités du système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça n'était plus où c'était plus décentralisé, et où un tiers de confiance les avait en sa possession, en l'occurrence il avait les clés privées, il a pu partir avec la caisse, tout simplement. En 2017, Bitcoin atteint un nouveau sommet à près de 20 000 dollars, donc suivi d'une correction toujours très significative. C'est vraiment, c'est des courbes sinusoïdales, mais violentes, très très violentes. En 2020, il y a un intérêt institutionnel, par contre. Waouh! Il y a un intérêt institutionnel pour le Bitcoin.
avec des entreprises comme MicroStrategy. On voit beaucoup sur Internet, il y a surtout deux protagonistes, donc Michael Saylor de MicroStrategy et un autre qui s'appelle Raoul Pal, qui sont des bitcoiners qu'ils sont d'ailleurs de manière complètement insensée. Enfin, eux croient à 100% en l'avenir de cette monnaie. En 2021, Bitcoin atteint un nouveau record historique à 69 000 $. Et là, donc fin 2024, juste lorsqu'on a su que Trump allait devenir président, comme lui a dit qu'il était pro-Bitcoin, alors ça a aidé, hein, je ne dis pas que c'est uniquement ça, puisqu'on était aussi dans ce qu'on appelle normalement, selon les derniers cycles, un bull run. Le Bitcoin a atteint, je crois, 108 000 $, quelque chose comme ça. Bon, je ne veux pas continuer davantage en fait, parce que l'histoire n'est pas écrite et on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Là, je pousse une porte ouverte. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'environ 20 millions de bitcoins ont déjà été minés sur un total maximum de 21 millions, ce qu'on appelle la maximum supply. Les institutionnels ont commencé à rentrer en force via les ETF en 2024, lorsque le feu vert a été donné par la SEC, la SEC, c'est l'organisme de régulation des marchés américains. Est-ce que le bitcoin deviendra une monnaie internationale? Personne ne le sait. Personne ne le sait. On sait qu'il y a des pays qui ont déjà adopté ce mode de paiement. Comment il s'appelle déjà Bon, bref, certains pays ont adopté. Le Bitcoin deviendra-t-il une monnaie internationale? Ça, personne ne le sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que c'est inarrêtable. Et tant qu'il y aura un seul ordinateur qui tournera, le Bitcoin ne pourra pas s'arrêter. Seules des interdictions dans les pays, interdiction d'utiliser cette monnaie, pourrait faire en sorte que les gens n'aient plus vraiment accès au Bitcoin. Mais pour ça, il faudrait qu'ils se mettent tous d'accord. Et je crois que c'est compliqué aujourd'hui que tous les pays se mettent d'accord sur une même politique. D'un point de vue personnel, je rajouterais juste ceci. Ça peut être une monnaie d'avenir, mais j'en viens plus à YouTube. En l'occurrence, vous avez énormément d'influenceurs. Vous êtes sur YouTube, là, quand vous me regardez. Vous avez énormément d'influenceurs qui vont vous parler du Bitcoin, qui vont dire que wow, leur crypto-monnaie favorite va monter jusqu'au ciel, jusqu'à la Lune, Mars, Jupiton, pour reprendre un gars que j'écoute. Et ils ont toujours un intérêt. Vous devez passer par leur lien pour ouvrir un compte, etc. Donc n'écoutez jamais ces influx voleurs. C'est très important. Vous n'aurez jamais la Lamborghini dans le garage avec ça. Intéressez-vous à la technologie, à ce que pourrait devenir demain, finalement, ce système de paiement qui pourrait être utilisé par le monde entier, qui serait libre. Voilà. C'était un peu compliqué, un peu diffus, mais c'est tout ce que j'avais à dire et j'avais envie d'en parler. À bientôt.